Bonjour à tous, je vous présente une autre toile à décrypter, que je vais décrypter. Je vais essayer de comprendre ce qu'il y a comme message caché derrière cette image, derrière cette représentation. Comme je vous ai dit, ces tableaux, les tableaux qu'on nous présente, ne sont pas uniquement des œuvres. Il y a autre chose derrière toutes ces toiles, c'est-à-dire un message caché, une vérité dissimulée qu'il faut retranscrire et décrypter. Là, aujourd'hui, je vous présente une autre toile de Diego Velázquez, c'est le portrait de Juan de Pareja. Juan de Pareja est un peintre baroque d'origine espagnole et mauresque. Il est l'esclave de Diego Velázquez jusqu'en 1650. Il est formé dans son atelier et selon certains peintres de son temps, il a aidé dans les tâches de l'atelier, c'est-à-dire aux préparations pour les futures toiles de Velázquez. Il est dit aussi que Velázquez l'appelait par Chavo, qui veut dire, Chavo veut dire trimé et veut dire aussi esclave. Donc, Juan de Pareja, on va aussi, comme je vous ai dit, dans une toile, il faut tout décrypter jusqu'au nom et au prénom. Donc, Pareja veut dire partenaire, veut dire couple, veut dire duo, veut dire ami, veut dire proche, hein, de Pareja. La représentation est simple, il n'y a pas de décor, le fond est neutre, il semble face au spectateur et il regarde, il est présent dans sa posture. Son bras est plié et dans sa main, il semble cacher quelque chose. Je crois que ça veut dire que c'est dans cet endroit qu'il faut chercher, essayer de creuser. Il est dit qu'il est de type mauresque, mais j'ai un doute sur ce type qu'on lui donne. Je pense qu'il a un tout autre origine. Donc, nous allons décrypter cette toile. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que devant vous, vous avez Juan de Pareja qui est dit l'esclave de Diego Velázquez, mais on voit très bien, visiblement, qu'il n'est pas esclave. Il est proprement habillé, il a une posture. Il porte aussi une collerette qui montre un autre niveau social. Velázquez dit de lui que c'était un mort d'une génération métisse et d'une étrange couleur. Quand j'entends d'une étrange couleur, il ne parle pas de couleur de peau, je pense qu'il parle d'apparence, il parle d'aspect extérieur. Alors peut-être en l'appelant Chavo, qui veut dire esclave, peut-être aussi il lui donne son vrai nom. Je précise que il est esclave, mais ce qu'il est dit selon les historiens. On peut le voir autrement parce que c'est autrement qu'il faut le voir. L'apparence fait que ce n'est pas un esclave, c'est quelqu'un d'une autre société. Il a un titre, il est peintre, il a cette liberté, il travaille au service de Velázquez, aux préparations de l'atelier. Chavo m'a interpellée parce que je me suis dit, il faut que je cherche la signification et je suis tombée sur une armoirie que je vais vous montrer à présent. Voici l'armoirie. Alors, je me suis posé la question, pourquoi l'appeler Chavo, puisque ils sont tous les deux d'origine espagnole et Juan est d'origine espagnole et mauresque. Chavo est un mot italien qui veut dire esclave. D'où vient ce mot, alors qu'il n'est pas du tout italien? Cette armoirie appartient à une famille de la Sicile et comme vous voyez, il y a un homme de type mauresque. De plus près, ici, la lune, ce qui semble être la lune.
Ici, vous avez une lance ou une tige à flèche. C'est central, hein. Ici, vous avez le portrait d'un homme, donc c'est un homme debout. Mais si vous regardez bien, c'est un couple. Il y a une femme et un homme qui est représenté. Peut-être une famille noble. La même version colorée, ici vous voyez le visage d'une femme. Ça semble être très futuriste. C'est bien dessiné. Un peu plus haut, vous avez un plus petit portrait. Et ici, un peu plus haut, vous en avez deux face à face. Ici, cette image, elle est quand même stupéfiante. Ce portrait futuriste interpelle. Ici, ce qui semble la Lune n'est pas la Lune. C'est une indication pour le sens du regard face à cette image. Nous allons retourner cette image et voir de plus près. Ici, vous avez une femme qui est représentée. Et ici, côte à côte, vous avez trois visages sur un sol. C'est pour ça qu'il y a un sens de regard. Ici, cette image semble former un portrait. Et ce portrait est un véhicule. Un autre profil est au devant. Et quand je dis véhicule, je parle de vaisseau. Hein, parce que vous regardez à l'intérieur, vous voyez bien qu'il y a des personnages à l'intérieur de ce portrait, de ce véhicule, de ce vaisseau. La tige fléchée ici ou la lance, par extension, veut dire voler. C'est aussi une barre directionnelle. D'un autre sens, vous avez ce portrait qui apparaît, qui se voit bien. Un peu plus haut dans le corps, vous avez un autre portrait. Ici, vous avez une femme de profil. Et ici, ce même type futuriste, regardez en haut avec son casque, c'est vraiment un type futuriste. Nous revenons sur l'image du portrait de Juan de Pareja. Juste un petit rappel concernant les images que vous voyez. Vous avez une image et plusieurs images à l'intérieur imbriquées qui forment une seule figure ou une situation. Ici, dans cette représentation, nous allons parler de la collerette et voir de plus près. Ici, vous avez une action. On a l'impression que c'est un homme, un bras tendu en forme de bec. Ici, là, vous avez des personnages, des têtes visibles en hauteur. En dents de scie. Hein. Vous voyez que ça forme des cimes. Et effectivement, ce sont bien des têtes. Et à chaque bout de cime, vous avez des têtes, des portraits qui apparaissent. Ici, sur le côté, vous allez voir toute une lignée de portraits aussi. On retourne sur la toile une autre version colorée et on va voir s'il y a des images étranges, cachées. Et on va voir ce côté-là, ce profil. Et de plus près, vous avez des visages qui apparaissent ici, comme vous voyez. De ce côté-là, il y a bien une série de profils imbriqués les unes au-dessus des autres. Ici, il y a deux visages, celui d'une femme et d'un homme. Et ici, vous avez une série de profils de visages. Ici, vous avez aussi un bas de visage qui apparaît. C'est étrange. On va voir l'autre côté du visage. Et comme vous voyez, il y a ce portrait qui apparaît. Hein, et il y a divers portraits à l'intérieur, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui forment un portrait dans son ensemble. En haut, c'est exactement la même chose. Vous avez un portrait et plusieurs portraits imbriqués. On va voir ce côté-là inversé. Et ici, effectivement, c'est la même chose. Vous avez un portrait et à l'intérieur d'autres portraits. Ici, sur le visage, vous avez un pilote et en dessous, on a l'impression que c'est une femme avec son bébé à côté d'elle. On va voir de plus près le visage et on va inverser l'image et zoomer. Donc, en zoomant, on voit en haut des yeux, du côté des yeux, hein, on voit qu'il y a des images qui apparaissent. Ici, on verra plus tard
ce que ça peut nous révéler. Donc les yeux, vous voyez qu'il y a des images, hein, des profils, des visages qui apparaissent. Ici dans cette bulle, on voit qu'il y a un visage. Ici dans les yeux, hein, il y a des profils qui apparaissent, des visages aussi. On va voir le bas du visage et vous avez cette personne qui est en face d'autres personnes. Ça forme un groupe. Il y a une scène. On va reprendre cette image parce que c'est quand même assez mystérieux. On va inverser pour voir ce que ça peut révéler. Et vous voyez cet étrange profil qui est là, posé. C'est vraiment étrange et joli à la fois. Donc de plus près, c'est étonnant, ce profil posé sur le sol. Il y a différents portraits à l'intérieur. De plus près, vous voyez ces portraits qui sont visibles, hein, qui apparaissent et qui sont à l'intérieur de ce grand profil. En haut, vous voyez, vous avez une série de personnages en dehors de cette image, en dehors de ce portrait. Magnifique. Là, on retourne sur la toile du portrait de Juan de Pareja et on va regarder une autre version, une version plus sombre de l'image elle-même. Donc, ici, vous avez une scène. On a l'impression que ça se passe dans l'espace, que c'est un dragon en objet volant. Ici, vous avez un visage et il y a un marquage blanc, comme vous le voyez. On va voir l'image inversée et on voit la silhouette. Hein, cette silhouette, on dirait un homme sur une sphère. En haut, vous avez cet objet volant dans l'espace, comme je vous ai dit, qui ressemble à un navire. Regardez bien. On va voir l'image de plus près. Donc, ici, vous avez un profil qui apparaît. Ici, de ce côté aussi. Et regardez, ça forme vraiment un bateau, un navire, un véhicule aérien. Il n'y a pas d'eau. Donc, l'image dans l'ensemble, il y aura d'autres versions. C'est très intéressant. Ce tableau peut révéler des choses cachées, des images cachées, des images qu'il faut décrypter. Là, on est dans la version originale du tableau. Et comme vous voyez, c'est un dragon. Et ce qui est aussi interpellant, c'est le marquage de cet homme sur le visage. On va voir de plus près le dragon, hein, ce qu'on appelle. Cette image, elle est mystérieuse, fantastique, futuriste. Ça se passe dans l'espace, il n'y a pas d'eau. On ne connaît pas cette image. Pourquoi ces images apparaissent dans ce tableau du XVIIe siècle? On va voir une autre version, cette version colorée. Et vous voyez, c'est vraiment cette impression de dragon. Seulement, vous voyez, c'est un vaisseau, hein. Il y a des têtes qui apparaissent et c'est suivi d'un autre objet volant. L'image colorée ainsi donne un autre aspect, hein, de la représentation. Donc on va voir de plus près. Ici vous avez des visages, hein, qui apparaissent de suite, qui se suivent les unes derrière les autres. Et vous avez ce visage bleuté là, de ce côté-là, en haut aussi. Et ici, on a l'impression que c'est une femme avec deux enfants dans ses bras. Regardez bien la position. Ici, dans l'image inversée, on voit très bien qu'il y a des têtes qui apparaissent. Hein, cette tête qui est très visible. En haut, vous avez cette tête aussi qui apparaît. Et ici, cet objet suivi qui ressemble à un profil. Et ce visage coloré en face. On va voir cette image de plus près. Hein, parce qu'elle est petite, et on voit une silhouette debout, mais il faut bien regarder l'image. Dans l'ensemble, c'est un profil qui semble être un vaisseau. On revient à l'image globale et initiale, et on va voir cette partie-là de couleur rouge. On va voir ça de plus près, et à quoi ça peut ressembler. Et cette bulle, il y a des personnages dans cette bulle. On dirait une bande d'amis, parce que là, vous avez une personne, hein, on la voit, qui nous regarde. On a l'impression qu'il regarde, qu'il nous regarde, ou qu'il voit à travers un hublot. Et vous avez ses amis à côté.
de l'huile. Comme dans l'image inversée, vous avez aussi ces personnages qui apparaissent ici. Et en face, vous en avez un autre. Et regardez en haut, ici, celui-ci est marqué sur le visage comme les autres précédemment. Voilà l'image dans l'ensemble. Vous regardez, c'est vraiment dans l'espace et non dans l'eau. On revient dans le sens d'origine. Et vous remarquez dans la collerette, ici, là, il y a une petite tache, hein, je ne sais pas ce que c'est. Et de plus près, on s'aperçoit que c'est un bout de tête qui apparaît sur cette image. Donc, dans un autre sens, on va voir ce côté-là. Hein. Ce tableau a été peint en 1650. Et là, c'est un tableau du XVIIe siècle. Et vous voyez ces images sur ce tableau qui apparaît étrangement. Pleine de mystères, on se pose des questions, je me pose des questions. Quand je vois toutes ces images, je découvre toutes ces images, je me dis qu'il y a un message, il y a quelque chose qui n'est pas dit ouvertement, qui a été caché. Que font ces images? Pourquoi elles apparaissent sur ces tableaux? On va revenir sur le tableau d'origine, le portrait de Juan de Pareja, et nous allons entamer une autre image. Nous allons regarder ce côté-là de la bandoulière, voir s'il y a quelque chose de caché. Donc nous allons voir, j'ai classé l'image, et là vous avez le portrait d'une femme. Là, ici, une rangée de profils complètement différents, hein, de types différents. Ici, vous avez une femme un peu tatouée, marquée sur le visage, comme celui du haut, comme vous voyez. On revient sur le tableau, et puis on va voir du côté de la collerette, ici. Hein, il y a une image, donc on va essayer de voir de plus près ce que peut être cette image. Ici, on va voir, parce qu'il y a quelque chose qui... voilà, il y a une ombre. Ici, vous voyez une série de personnages en haut et en bas. Ici, un petit personnage debout en face de ce rocher. Regardez bien, c'est un petit personnage en face d'un rocher. Ce rocher qui est là, devant vous. Donc, j'ai changé la couleur. On voit le rocher, le personnage un peu moins, mais ce rocher, au-dessus, il y a des têtes, des profils qui sont là, l'un en face de l'autre. Nous allons voir cette partie d'un peu plus près, et la silhouette est toujours là, et les têtes, hein, une tête en rocher en haut, ici. Ce rocher se trouve au mont Bucegi, en Roumanie. C'est la représentation du sphinx. Donc voici l'image, hein, ce qu'on appelle le sphinx. Hérodote évoque une légende d'une montagne nommée Kogaionon, c'est-à-dire montagne sacrée. Ici, on revient sur l'image. Et vous voyez bien que c'est un profil qui est dessiné de ce rocher. Une autre photo du sphinx, hein, ce qui s'est dit sphinx, de plus près, on va voir cette image et on va voir la similitude, la représentation de l'armoirie de Chavo, le nom donné à Juan de Pareja par Velázquez. Ici, vous voyez, ce n'est pas un montage, il y a des personnages. Je suis étonnée, je me suis dit, qu'est-ce que c'est ce truc? Ici, que vous voyez, comme dans l'image de l'armoirie, il y a des voyageurs à l'intérieur de cette tête. Ce n'est pas une blague, ni une farce. Vous voyez à l'image comme c'est fait. Je n'ai rien touché et rien ajouté. On retourne sur l'image. Et on va voir ici, hein, on va comparer l'image, ici les nervures qui apparaissent exactement la même chose. De ce côté aussi, comme vous voyez, les mêmes nervures. Ici, vous avez un arrondi hein, qui ressemble. Et
on voit bien qu'il y a deux profils ajoutés, hein, aussi bien au sphinx que au rocher. On va dire ça comme ça. Étonnant. Regardez en haut, c'est exactement la même forme. Ce n'est pas par hasard. Ici, vous voyez cette plateforme. Hein, c'est bien visible. À côté, le rocher en pic. Il y a bien des similitudes dans l'image. Regardez ici, cette silhouette et la grandeur du rocher, hein, pour voir, pour différencier. On retourne sur cet ensemble d'images vues ensemble. Et je vous dis, ce n'est pas un sphinx ni un rocher, ce sont des vaisseaux qui sont là. Comme ici en haut, là, ce sont des vaisseaux. Ces têtes sont des vaisseaux. Les Roumains appellent cet endroit, ce lieu, Capule, qui veut dire tête. Il paraît aussi qu'il y a une demeure souterraine, mystérieuse, secrète, qui est gardée jusqu'à aujourd'hui et qui est très très surveillée. On ne sait pas pourquoi. Ce lieu a été découvert en 2002 par les Américains et ont fait pression sur le gouvernement roumain pour pouvoir avoir le monopole et mener des analyses sur des barrières énergétiques infranchissables. Il y a beaucoup de choses qui sont dites par rapport à ce lieu de mystère et curieux qui pose question, et il paraît que ça pourrait bouleverser la véritable histoire de l'humanité. Le Vatican même y est mêlé. Nous allons retourner à la toile dans une autre version. Cette toile, elle est parlante, hein, mine de rien. Comme vous voyez, vous avez vu des images qui sont quand même étonnantes, surprenantes et surtout qui posent question. Là, on va voir cette partie-là, hein, la main, parce qu'il semble cacher quelque chose. Il cache quelque chose ou il veut montrer qu'il y a quelque chose de caché, de secret, qui n'est pas montré et dit. Là, vous avez voilà, un ensemble d'hommes et une tête ici. Hein. Vous avez vu cette tête? Il y a un léger tatouage. On va inverser l'image. Vous avez vu que au-dessus, il y a des têtes. Ici aussi, celle-ci, elle est vraiment bizarre. Hein, c'est intéressant. Et puis là, vous avez un profil marqué. Donc, on va mettre dans le sens. Et vous voyez, c'est bien un profil avec marqué le blanc, un tatouage. Et ici, vous avez deux images, voilà, de femmes avec ces traces, ces marquages blancs. Ici, vous avez un homme, hein, le profil d'un homme. Et cette figure entière représente un traion. Il y a des pieds de vache, c'est bizarre, on dirait un vaisseau même. Là, on retourne sur une autre image et puis on va parler de ce côté-là. Il y a un profil qui apparaît. Donc, de plus près, ce profil, vous avez l'image à côté éclaircie et on va zoomer sur cette image. Donc vous voyez à l'intérieur, il y a un profil d'un homme et un peu plus haut aussi. Et juste là, vous avez des portraits avec des marques blanches sur le visage. Ils sont marqués aussi. Hein. Ici, vous avez deux profils étonnants, vraiment étonnants. On va voir aussi d'autres images sur cette partie-là de la manche. On va découvrir parce qu'il y a un dessin et agrandir. Vous avez vu qu'on a l'impression d'être dans un souterrain, une grotte. C'est peut-être le lieu de Zalmosis. Hein. J'ai trouvé une image intéressante, une photo que voici. Ça se correspond, il y a une corrélation. Ici, vous avez la photo. Et ici, en haut, hein, c'est le tableau, c'est la représentation du tableau. Ici, en image centrale, vous avez, bizarre, hein, un profil comme ça qui apparaît dans l'image.
Ici, de plus près, cette image de la photo, vous allez voir, j'ai comparé avec cette image du blason de Chavo. Le mot qu'emploie Velázquez pour Juan de Pareja. Donc ici, vous avez l'image, c'est-à-dire la photo que j'ai trouvée, et puis j'ai vu qu'il y avait des choses quand même qui étaient assez troublantes. On va comparer les deux images, celle de la photo. Ici, vous avez vu qu'il y a ces traits qui sont semblables. Ici, ce petit rocher qui apparaît. Et comme par hasard, il y a cette image centrale qui apparaît, de même que pour la Manche. Je ne sais pas si c'est vraiment cette image qui est troublante, mais regardez, c'est bien une grotte qui est représentée là, devant vous. L'image dans l'ensemble, la Manche, c'est une grotte. Ce lieu a été découvert en 2002. Ce tableau, c'est un tableau qui a été peint en 1650. Ce lieu, c'est un plan de souterrain. J'ai trouvé cette image, la même forme arrondie qui apparaît, un demi-cercle. Ici, vous avez le triangle, comme le triangle en haut sur le tableau, cette forme. Et puis ici, représenté, c'est la tête, le rocher, la tête humaine. Ici, sur le plan, c'est exactement la même chose. Voilà. Donc, l'image dans l'ensemble est parlante. L'image, il y a vraiment cette marque-là qui apparaît. Donc, j'ai fait un effet miroir pour que vous voyez que, voilà, dans le sens originel, si le tableau, la description est bonne, l'analyse est bonne, nous sommes dans un monde souterrain, puisque là, dans cette image, la tête, le rocher apparaît en bas. Ici, vous voyez, et là dans l'image, c'est-à-dire du tableau, c'est en haut. Donc voilà, la question est pourquoi cette image est inversée dans l'effet miroir. Pour moi, si le tableau est correct, nous sommes dans un monde souterrain. C'est ma conclusion par rapport à cette analyse sur ce tableau, celui peint par Velázquez, représentant Juan de Pareja, son partenaire, d'accord, de Pareja, son partenaire et non son esclave. Esclave, c'est son nom propre, c'est Chavo. Et je pense quand il disait qu'il avait une apparence un peu bizarre, il parlait de ce type d'homme, que ce n'est pas un mort, il doit être d'origine slave, métisse, mort, mais d'origine slave. Dans sa gestuelle à lui, c'est simplement qu'il y a des choses de caché, quelque chose, un mystère caché par rapport à cette main, comme ça, on ne la voit pas entière, il tient quelque chose, c'est caché. Il y a, comme je vous ai dit dès le début, c'est dans ce côté-là qu'il fallait chercher. Tout est lié, l'UCJ, avec cette tête humaine, qu'on appelle le sphinx, maladroitement, mais c'est un vaisseau. C'est un vaisseau. Voilà, Chavo, c'est pas un nom italien, comme on pourrait croire que c'est un esclave. Comme je vous ai dit, cet homme n'est pas un esclave. Il doit être d'origine slave, mauresque d'origine slave. Voilà. La Roumanie, si vous connaissez un peu, moi je ne connais pas trop, j'ai déjà entendu parler roumain, ça ressemble beaucoup à l'italien. Les Roumains disent que l'Italie a volé leur histoire, voilà, et a caché la véritable histoire de la Roumanie, parce que historiquement, il n'y a aucune trace sur la véritable histoire de la Roumanie. Voilà, elle commence tardivement. Il paraît qu'il y a 1000 ans d'écart par rapport à notre histoire à nous. Il y a un trou de 1000 ans. Je vous ai dit tout à l'heure que ce lieu a été découvert par les Américains en 2002. Je pense, pour ma part, que ce lieu a été découvert depuis bien longtemps, bien avant, par les Américains, bien avant 2002. Je pense plutôt que ça a été découvert avant la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale,
et que cette affaire a ressurgi maintenant parce que ça prend de l'ampleur, parce que ils se rendent compte qu'il y a beaucoup de gens qui s'éveillent, qui se réveillent, qui savent qu'il y a quelque chose qui cloche dans ce monde, quelque chose qui n'est pas normal. Le monde ne tourne pas rond. Il est dit que lors de cette découverte de ce lieu, ils ont trouvé une grotte, des grands couloirs, de kilomètres de couloirs, et ils sont arrivés dans une pièce holographique et il y avait à l'intérieur une base de données, d'archives universelles de personnes, de tous les individus du monde entier, et les générations passées et des générations futures. C'est-à-dire qu'ils savent tout de notre vie grâce à cette trouvaille. Je pense pour ma part, de mon côté en tant que ciblé, que je ne suis pas ciblée par hasard, c'est que, comme je l'ai dit dans les précédentes vidéos, les premières vidéos, ils suivent les générations en génération, ils vous suivent depuis bien longtemps et ils attendent votre venue pour vous détruire et pour détruire l'humanité. Ces gens-là, je ne sais pas ce qu'ils ont derrière la tête, mais en tout cas, c'est quelque chose qui n'est pas sain et de très rassurant pour l'humanité et pour l'humain. Je vous ai dit, c'est une découverte qui s'est faite avant la Première Guerre. Je pense que peut-être pour vous, c'est quelque chose d'impensable, mais ce lieu est très très mystérieux, est tenu secret, surveillé et par des scientifiques, des hauts scientifiques américains, allemands, roumains. Et les Russes vont bientôt s'y mêler. Et je pense que cette guerre à présent n'est pas là pour rien aussi. Ce lieu du mont Bucégy mêle l'histoire ufologie, l'histoire de l'humanité et supranaturel. Ce qui est étonnant, c'est que on n'entend pas trop parler de ça. Par contre, il y a des livres qui racontent des choses intéressantes sur le sujet, mais ils ne s'étalent pas. Et je pense que ils sont tenus au secret, pas au secret de ne pas dire la vérité, mais ils ne connaissent pas le fond de tout ça et ce qui se passe réellement par rapport à ça. C'est quelque chose, je vous ai dit, que l'armée a pris la main sur cet endroit. Il est visitable, mais il y a des lieux on ne peut pas y aller, qui sont gardés, surveillés, caméras placées à des endroits bien stratégiques, parce que c'est plein de montagnes, de grottes, et ces grottes mènent partout dans le monde entier, pareil. Ça, c'est ce que j'ai lu, hein. Je n'ai pas été voir, je vous dis ce que j'ai lu, et vous allez voir que vous allez lire la même chose. Donc, pour l'instant, là, j'ai terminé avec cette toile. J'espère que ça vous a plu. J'ai fait le tour. Il y a des choses qui sont intéressantes dans les tableaux à voir. Je vous ai dit, les toiles sont les premières écritures. Il n'y a pas eu de livres. Ces toiles sont les premiers livres. Ces ouvrages, ces livres, ces toiles ont été faites je ne sais pas par qui, hein, parce qu'il y a des choses qui sont cachées comme ça, qui sont mystérieuses et qui nous indiquent qu'il y a eu un autre monde, une autre humanité dans ce monde, bien avant celui-ci dans lequel nous sommes actuellement, ce que nous vivons actuellement. Il y a une autre humanité, cette histoire a été est cachée, je pense, hein, et toutes ces images vues à travers ces toiles parlent, elles ne viennent pas de nulle part. Il y a quelqu'un, une personne ou des personnes qui ont travaillé sur ces toiles pour cacher des choses qui ne pouvaient pas s'écrire. On ne pouvait pas dire ou s'écrire. Vous avez vu qu'il y a des images, mais on a l'impression que ce sont des photos aussi. Je ne sais pas si vous avez fait attention à ce genre de petits détails, mais point de vue technologie, ces personnes qui ont fait ces toiles avaient une connaissance hautement supérieure que la nôtre actuellement.
Nous, ce qu'ils nous ont donné, point de vue technologie, c'est le seau et la pelle, hein, je vous dis tout de suite, hein, c'est le seau et la pelle. Eux, ils ont du matériel, mais de haute technologie, haute, supérieure, du matériel qu'ils ont trouvé, qu'ils utilisent, dans le monde entier, hein, parce que ce qui se passe, c'est dans le monde entier, ça ne se passe pas que dans un endroit ou dans une ville, c'est dans le monde entier et tout le monde est concerné. Vous comprenez pourquoi maintenant ces toiles sont hors de prix, sont pas à la portée de tout le monde. On peut juste les regarder, mais nous les regardons pas comme il le faut. Ces toiles, ils savent très bien que ces toiles sont des messages, ont des choses à révéler à l'humanité et sont là pour ça. Ce sont des œuvres, mais pas spécialement des œuvres. Je vous ai dit, ce sont des livres, des lectures faites, et il y a un regard multidimensionnel à apporter face à ce genre d'image. Ce regard, nous l'avons perdu. Nous l'avons perdu, c'est façon de parler, c'est que on nous l'a enlevé. Nous sommes tous sous hypnose dans ce monde artificiel et dans ce monde matriciel et dans ce monde holographique. Quand je dis sous hypnose, c'est vraiment sous hypnose. C'est pas je me rends pas compte, tout va bien ou ça va pas dans ma vie. On est sous hypnose, on se rend pas compte. Il y a des gens qui se réveillent par rapport à ça, mais ils n'ont pas encore tenu, ils n'arrivent pas à changer le regard et à enlever l'éducation, à enlever la religion, la culture, la tradition. Il faut vraiment changer de regard et vérifier tout ce qu'il y a autour de soi et à l'intérieur de soi. C'est surtout ça. Il faut mieux apprendre à se connaître que connaître les autres. C'est plutôt ça. Ici, dans ces vidéos présentées, petit à petit, il y a des choses qui vont se révéler, il y a des choses qui vont peut-être parler, il y a des choses qui vont peut-être ressurgir chez vous, parce que ces images, elles ont un travail de regard multidimensionnel, celui que nous avons perdu, parce que nous sommes sous hypnose, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Je me suis aussi posé la question, que font ce genre d'images dans des toiles du XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle? Pourquoi elles sont là? Pourquoi elles sont dissimulées? Et par qui? Qui a fait ce genre de travail? Je me pose la question, qui sont ces peintres? Qui sont véritablement ces peintres? Est-ce que ce sont des peintres qui ont œuvré de cette manière à nous cacher des images sur une certaine humanité que l'on ne connaît pas, qui est cachée? Pour moi, c'est une humanité qui est cachée, parce que si ces images apparaissent, c'est vraiment qu'elles ont existé et que ce n'est pas dans le monde dans lequel on vit actuellement. Elles n'ont aucun lien. Ces images, ces représentations sont des livres imagés, et je crois qu'il y a c'est des espèces de capsules temporelles laissées pour la future, pour ce monde-là, pour qu'on puisse se réveiller, se dire que c'est pas vraiment un monde réel. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez découvert des choses aussi, hein, que ça vous a apporté une certaine réflexion. J'espère aussi vous apporter d'autres vidéos dans ce genre-là, mener des enquêtes à travers des toiles. Et il y a aussi les artefacts, hein, il y a aussi des enquêtes à faire intéressantes à ce niveau-là. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté patiemment, d'avoir visionné et écouté. Et n'hésitez pas à revenir et n'hésitez pas surtout à vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien et merci encore.